Dans cet épisode, j'accueille Tiffen Murat. C'est un spécialiste en neurosciences et neuromarketing. Il est venu nous parler de la couleur, mais pas n'importe quelle couleur. De celle qui te fait réagir ou surréagir. De cette couleur qui crée un comportement ou crée une émotion en toi. Cet épisode va bien au-delà de mes espérances. Nous avons oublié le micro. Et nous sommes partis loin, mais loin, pour répondre à cette question, comment la couleur impacte nos décisions. Imaginer, inventer, réaliser. Effectivement, c'est effectif. C'est de l'art ? Du coup, Non, c'est du design. et toi, c'est comme du sirop. C'est de l'art et du design ? Plutôt des Non, c'est du sirop. des rêves et imaginer. Ah, alors c'est comme du sirop. C'est comme du sirop, le podcast du créateur d'idées qui te parle design et communication. Hello Tiffen, comment vas-tu? En grande forme aujourd'hui. J'espère que toi aussi. Génial, moi je suis en super forme, je suis ravie et assez enthousiaste de te recevoir sur cet épisode. Cet épisode est consacré à la psychologie de la couleur et à l'impact de la couleur sur nous, sur nos comportements et donc sur notre cerveau. Tiffen, tu es spécialiste en neurosciences et en neuromarketing, tu te dis hacker de cerveau. Le fonctionnement du cerveau, de notre cerveau, je dirais, n'a quasi plus de secret pour toi. Et tu exerces en tant que coach consultant en développement personnel et professionnel. Tu aides les dirigeants, tu aides les entrepreneurs à exploiter le neuromarketing et les neurosciences dans leur business en transformant leur approche du stress, des émotions et de la performance en affaires. Tu es praticien en hypnoseéricksonienne depuis 2019, en PNL, je traduis programmation neurolinguistique depuis 2020, c'est ça? Oui, c'est ça. On est bon. Et tu es certifié par l'Institut des neurosciences de Paris et tu en fais partie depuis déjà plusieurs années, j'imagine. On te trouve sur YouTube, sur LinkedIn où tu as une communauté plutôt active. Et moi, du coup, j'aimerais aller plus loin avec toi aujourd'hui. Je voudrais que tu nous dises un petit peu, c'est quoi la neuroscience? Qu'est-ce que sont les neurosciences? Je ne sais pas si on dit la ou les. Les deux. On dit les deux. Et donc, je te laisse le micro volontiers. Ouais, mais du coup, il faut que je prenne des notes si j'ai plusieurs questions d'un coup, parce que mon cerveau est pas capable de retenir toutes les questions. Non, je plaisante. Déjà, tu m'as saturé. Déjà, si tu veux hacker un cerveau, si je t'ai saturé, waouh. Si tu veux hacker un cerveau, tu poses plus de 5 questions à une personne et déjà, la personne, le cerveau, il sait plus. Et t'emploies des mots compliqués au début. Et du coup, le cerveau, s'il comprend pas le premier mot, il va rester sur le premier mot et tu peux dire ce que tu veux derrière. Ok. C'est ça que font les mentalistes de temps en temps. Donc, d'accord. Donc, j'ai pu dérouler comme je voulais mon intro, finalement. Non, mais c'est génial. En fait, par rapport à ce que tu as dit, j'ai pas grand-chose à rajouter en termes d'explication de ce que je fais de plus. Après, la neuroscience, c'est l'étude du cerveau. Mais dans l'étude du cerveau, il y a plein de choses. Il y a, on va dire, la neuroscience pure, c'est-à-dire le neuroscientifique qui est dans son labo, qui va faire des expériences en étudiant les zones du cerveau qui vont être activées. Et puis il y a la neuroscience, comment moi je l'exploite, c'est-à-dire que je vais prendre des études sociologiques en connaissant les zones du cerveau que ça active. En ce moment, il y a beaucoup d'articles sur la dopamine et on voit beaucoup, c'est l'hormone du plaisir. Or, c'est une erreur, c'est pas l'hormone du plaisir, par exemple, c'est l'hormone du manque. Mm-hmm. Et quand on comprend que ça devient l'hormone du manque et que on dit oui, il faut pas avoir de pic de dopamine, mais la dopamine, elle est bonne pour nous, c'est ce qui nous permet d'être en vie aujourd'hui encore. Parce que quand on a un shot de dopamine, c'est-à-dire qu'on sent qu'on a de l'énergie, c'est ce qui nous a permis de survivre il y a 25 000 ans ou 17 000 ans quand on était encore des primates. Donc, l'étude de la neuroscience, c'est étudier le fonctionnement du cerveau et le fonctionnement du cerveau, il réagit par rapport à des stimuli internes et des stimuli externes. Et on va voir aujourd'hui notamment les couleurs, c'est-à-dire les stimuli externes. C'est ça. Et en fait, je voulais t'emmener sur ta définition parce que, évidemment, si je te pose la question, c'est que j'ai un petit peu regardé comment tu parlais justement de ta spécialité et j'ai vu que tu disais que c'était plonger. Alors, j'aimais vraiment cette expression, plonger dans l'univers fascinant de ton cerveau. Je te cite. Tu dis que c'est capter les neurones qui pilotent les pensées, les émotions et les actions. Et je trouvais que ça résumait parfaitement là où on voulait aller aussi aujourd'hui. Alors bien sûr, dans cet épisode, on va parler neurosciences, on va parler neuromarketing et
couleurs. Et cet épisode, il fait écho au précédent, celui que l'on a fait avec Élodie Gobin, qui est designer couleur. Et elle nous a parlé de la physiologie de la couleur. C'est-à-dire que la couleur, en fait, passe par notre peau. Et je trouvais ça exceptionnel, puisque ça nous permet aujourd'hui de faire le lien de cette réaction physiologique et d'aller encore plus loin avec toi, de pousser le sujet de la couleur en allant interroger le cerveau. Maintenant qu'on sait qu'on réagit face à une couleur, c'est comment en fait notre cerveau va se mettre en stimulé, en éveil par rapport à une couleur quand on la rencontre et quand on la voit, puisque ça passe bien sûr par la vision et par nos yeux. Alors, on est là pour ça, pour parler de cet impact de la couleur sur nous, sur nos comportements, sur nos choix, sur nos décisions, mais pour pouvoir y répondre, j'aimerais bien que tu nous dises un peu comment ça fonctionne. Quand on est confronté justement à une couleur, comment ça marche dans notre corps en fait. Bien sûr, mais qu'est-ce qu'on voit? En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que si vous êtes devant un ordinateur, devant votre smartphone, etc., vous voyez pas vraiment l'ordinateur et vous voyez pas vraiment le smartphone, ni les couleurs. Ce qu'on appelle les photons, on va dire, c'est les petites particules de lumière qui vont agir, s'agiter, et elles vont passer par votre œil, la rétine, et la rétine va je fais un raccourci, la rétine va transformer en fréquence, qui va passer par le nerf optique, et le nerf optique va amener l'information, la fréquence, à l'arrière de votre cerveau, dans la zone occipitale. Et dans cette zone occipitale, c'est là où l'image est reconstituée. Donc en fait, on voit jamais ce que l'on voit, on voit une vision holographique de la matière. Une vision holographique, est-ce que tu peux préciser s'il te plaît? Bien sûr, c'est-à-dire que c'est une vision reconstruite de ce que l'on voit. Chaque personne a sa propre vision. C'est que la fréquence devient une information et cette information reconstruit l'image dans notre cerveau. C'est la même chose pour, là vous n'êtes pas en train de m'entendre, vous êtes en train d'entendre une vibration, c'est-à-dire la voix qui vibre. Et c'est intéressant parce que, alors moi, je vous amène sur ce plan-là, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on voit. Et je vais vous donner cet exemple. J'étais assez jeune, je suis allé visiter Florence et j'ai vu un tableau. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu une larme qui a coulé. Et ça m'était resté. Comment, en regardant un tableau, je prends l'émotion du tableau et j'ai eu une larme. Et on a déjà tous eu ça devant un tableau, devant une œuvre, des frissons, un ressenti, une émotion. Qu'est-ce qui se passe en nous, en fait? Eh ben, j'ai capté ça il y a pas si longtemps que ça, je vous avoue. Donc c'était pas La fille à la perle, c'était de Botticelli quand on voit Vénus dans la conque. Botticelli, il a eu une énergie. L'énergie, on appelle ça la volonté. La volonté, dans sa définition, c'est l'énergie de l'âme, d'accord? Donc son énergie, elle est passée dans son corps. Dans son corps, elle est passée dans la zone analytique, mais il l'a concentrée. Et comme on la concentre, derrière, il peut la passer dans quelque chose qu'on appelle la conviction. Et dans cette conviction, il a fait un geste. Et dans ce geste, c'est la détermination. Et la détermination, il a pu dessiner ce tableau. Et comme il le dessine avec l'énergie de la volonté, donc l'énergie de l'âme, ça crée l'harmonie. Et en fait, moi, ce que je vois pas le tableau, je vois l'énergie de l'harmonie de sa volonté. Et ça, quand on commence à comprendre ça, que là, par exemple, vous m'entendez pas, c'est mon souffle qui passe par mes poumons, qui fait vibrer mes cordes vocales, mais en fait, c'est la conviction qu'il y a dans ma voix que vous entendez. Et du coup, vous avez une conviction d'écouter, donc ça fait une équivalence de volonté, et c'est comme ça qu'on se comprend. Donc là, on a par rapport au sens, donc on va revenir sur le sens de la vision, sur le sens des couleurs, sur le lien entre la couleur et l'émotion, mais c'est important de comprendre ça, c'est que on ne voit jamais, on va dire, vraiment ce que l'on voit, on ressent, et c'est compliqué pour... Nous ne voyons jamais vraiment ce que nous voyons. C'est exactement ça. Impressionnant. En fait, c'est une reconstitution toujours, et on a le ressenti de la volonté de l'autre. Et ça, on l'a tous en nous. En fait, c'est même plus que nous voyons, c'est nous vibrons. Exactement. L'énergie de l'autre. Exactement. À travers la vue qui devient finalement un trait d'union, c'est un outil. Exactement. Les sens sont simplement un outil pour le mental. D'accord? Pour le cerveau, c'est pour reconnaître la matière. Et cette matière, on en a besoin parce que on se confronte dans notre quotidien à la dualité pour comprendre qu'on est autre chose que cette matière et que cette dualité. Donc c'est important de comprendre ce premier aspect. On a une représentation toujours dans notre cerveau de ce que l'on pense voir. Et si je vais un tout petit peu plus loin sur ce sujet, c'est-à-dire que l'énergie, les égrégores, donc l'énergie du groupe,
Tu sais, des fois, tu rentres dans une salle et tu te dis, ah ouais, cette personne, je peux pas la sentir. Et en fait, c'est simplement que cette personne n'est pas sur la même vibration, pas sur la même fréquence que toi. Qu'est-ce qui fait que tu as ce ressenti? Tu l'as même pas vu, la personne. Ou tu te dis, si je vais à cette soirée, ça va mal se passer. Tu as déjà en toi la fréquence de ce lieu, des gens qui sont autour de toi. Ça, c'est en nous, c'est un ressenti. Et on se l'est coupé depuis qu'on est tout petit. Le véritable exemple, c'est quand t'es petit, tu vois même pas. Quand t'es dans ton landau, tu vois même pas. Qu'est-ce qui fait que tu reconnais ta maman, que tu reconnais ton papa? Tu sais, toi, t'es enveloppé dans Bien un sûr, linge, et bien du coup, sûr. c'est le ressenti que t'as, puisque Et tu ne les la vois même. vibrations qui sont finalement autour de toi, en fait, que tu es en train de prendre. Exactement. Et ben la couleur, c'est la même chose pour les yeux. La voix, donc ça parle beaucoup plus parce que c'est une vibration. Le son, c'est d'ailleurs on dit que la parole est créatrice. Donc c'est intéressant de comprendre que les couleurs, elles sont aussi dans un égrégore. L'exemple le plus simple à comprendre, c'est que en Europe, le soleil, on le voit jaune, mais au Japon, on le voit rouge. D'accord? Donc, tu es en train de nous dire, tu me dis si c'est ça, que la couleur, c'est une question de perception et de vibration. Et donc, elle est unique en fonction des personnes aussi. Exactement. Peut-être que le jaune que tu vois jaune, une personne verra un jaune différent. C'est sûr. Mais c'est sûr. Parce que il faut se baser sur deux choses, ce qu'on appelle le cadre de référence. Donc, le cadre de référence, c'est ton éducation, c'est le pays dans le... alors, ça, c'est ma croyance, mais on y croit, on n'y croit pas. C'est-à-dire que Dieu a créé une terre, a créé un corps pour que ton âme vienne dans ce corps pour vivre des expériences. Et au travers de ces expériences, bah, tu deviens quelque chose ou quelqu'un. Voilà. Si on part de ce postulat-là, du coup, on vient vivre une expérience d'être humain, j'ai envie de le dire comme ça, mais on n'est que des vibrations. On sait que si on part sur la chose la plus petite qu'on connaît sur Terre, c'est un tachyon, ce qu'on appelle le tachyon. On sait que c'est Bohr et Einstein qui ont trouvé ça. Donc on sait que c'est que de l'information, que de l'énergie. Au-dessus, il y a des quarks, c'est ce qui est entre les électrons et les protons, donc là je suis un tout petit peu technique. Puis après on a l'atome, et après les atomes sont reliés les uns aux autres, et on a créé la molécule. C'est à ce moment-là que l'espace et le temps se créent. Et du coup, nous on est constitué d'atomes et de molécules, donc on n'est que de l'information et de l'énergie. Entre toi et l'écran, il n'y a pas de vide. Il n'y a que de l'information et de l'énergie. Donc, on n'est que de l'information et de l'énergie. Et ces informations et ces énergies sont captées au travers de nos sens. Et comme ils sont captés au travers de nos sens, le cerveau, dans ma façon de voir les choses, est simplement, on va dire, le traducteur de l'information qui est en train d'arriver. Et pour ça, il faut l'éduquer. Quand tu dis qu'il est traducteur, en mode pilote ou vraiment il est là juste pour traduire ce qu'il y a autour de lui? Alors, c'est une très bonne question. J'en tire la langue, t'as vu? Je vais sortir un petit peu du cadre de la couleur, c'est se poser qui parle à l'intérieur de nous. L'exemple que je donne souvent, c'est qu'il y a quelqu'un qui te coupe la route, tu vas t'énerver et tu vas dire non mais c'était plus fort que moi. Qui à l'intérieur de toi est plus fort que toi? Ou tu vas dire je suis hors de moi. Oui, c'est Donc vrai. là on est dans l'émotionnel. Comment une émotion a pu te mettre hors de toi? Comment la vision de quelqu'un a pu te mettre hors de toi? Ça veut dire que le moi extérieur est supérieur au moi intérieur. Et donc, tout le but de ces expériences que tu vis dans la dualité, c'est-à-dire comprendre que quand tu es amoureux de quelqu'un, par exemple, tu peux pas demander à l'autre de combler le manque d'amour que tu as chez toi, parce que s'il s'en va, du coup, tu ressens un vide. C'est important de comprendre tous ces concepts, de se dire qu'en fait, on n'est que de l'énergie, que de l'information, et qu'on est là pour vivre des expériences, pour devenir. Et que dans ce devenir, donc on est venu s'incarner en Europe, enfin moi je suis venu m'incarner en France, et du coup, en m'incarnant dans la France, je vis des égrégores, des éducations qui ont été là. Par exemple, à l'école, on m'a dit de pas faire de bruit. Alors que si j'avais été né dans un autre pays, on m'aurait peut-être enseigné à travailler le souffle, travailler le lien avec la nature, si j'avais été en Inde ou ce genre de choses. Alors qu'ici, on nous apprend vraiment à travailler sur le mental et l'esprit. On a coupé quelque chose qui est plus grand que nous. Et donc, les couleurs, si je reviens sur les couleurs, Je te remercie, Tiffany. c'est le lien de l'information de la couleur qui est en nous. Notre cerveau interprète toujours la fréquence de la couleur. Et par rapport à la couleur, dans l'égrégore qu'il y a, chaque couleur a une définition dans l'énergie des gens. Ok. Donc en fait, tu comprends que par exemple, si tu vois du rouge ou du noir ou du blanc, en fait, tu vas comprendre la définition, l'information qu'il y a dans la couleur qui passe au travers de l'égrégore du groupe qui va à l'intérieur de toi.
Donc là, tu apportes une notion de culture aussi. Oui, bien sûr. Parce que du coup, il y a la couleur, il va y avoir le message que ça va nous envoyer à travers nos yeux, à travers notre cerveau, qui va peut-être nous entraîner une réaction, voire même une surréaction, mais qui sera unique puisque ce sera la nôtre. Et il y a la partie culturelle, ça on n'en a pas parlé, mais nous baignons dans la couleur dès notre naissance quasi, et nous baignons dans une couleur éduquée, parce qu'il y a des baromètres maintenant de la couleur. Et de plus en plus, ça devient des supports pédagogiques et qui sont super intéressants. Mais on associe de plus en plus, en fait, la couleur soit à un comportement, soit à un ressenti. C'est-à-dire qu'en plus, on va rajouter quelque chose de culturel par-dessus. Alors, ça, j'aimerais bien qu'on en parle plus tard, mais avant de ça, c'est se dire déjà la couleur en tant que telle, comment elle peut nous faire réagir. Et là, je t'attends, en émotion agréable ou en émotion désagréable? Alors, c'est pour ça que j'ai parlé d'information, parce que comme ça, Il n'y a pas de quiproquo. donc c'est ultra intéressant, c'est que si l'information, elle part de la couleur, d'accord? Elle passe par d'autres filtres d'information, c'est-à-dire l'égrégore. Si depuis que tu es petit, on te dit que quand quelqu'un décède, il faut que tu t'habilles en noir. Donc la couleur noire passe par l'énergie du groupe, l'égrégore du groupe. C'est pour ça que je disais quand tu vas dans une soirée, des fois avant d'y aller, tu dis ouais, je le sens pas. Donc là, tu as l'information et ton cerveau, il capte quoi? Il capte l'information de la couleur qui est transmise par l'égrégore du groupe qui va à l'intérieur de ton cerveau. Et c'est comme ça que tu associes le deuil à la couleur noire, par exemple. Mais si on était dans un autre pays, on pourrait associer le deuil à le blanc ou autre chose. Et donc, c'est très important de comprendre ça, c'est que comment on s'est éduqué. Alors, l'éducation, je donne un exemple ultra simple, c'est les mathématiques. X plus Y, machin, etc. Tu trouves le résultat. Ça, c'est ton intuition. Mais tu as un point pour le résultat. Et à l'école, on t'apprend d'avoir un point. Pourquoi? Pour la démonstration. Et du coup, on te fait travailler sur ton mental. Le mental, c'est la matière, c'est lent. L'intuition, c'est l'énergie de la volonté, c'est le support de l'âme. Et c'est là où c'est ultra intéressant, c'est que le mental est lent, l'intuition est rapide. Mais on coupe notre intuition dans la société aujourd'hui, parce que si on était qu'intuitif, regarde d'ailleurs, si moi je sors quelque chose en neurosciences, souvent derrière on me dit oui, est-ce que tu as une expérience pour prouver ce que tu dis? On a besoin de preuves. On a besoin de preuves. C'est une réassurance en quelque sorte. Exactement. Parce que on a besoin de croire. On a besoin de croire. Parce qu'on croit, on crée de l'espérance. Et parce qu'on crée de l'espérance, on se lève le matin. Ok, c'est puissant. C'est pour ça que c'est une vertu. Il faut de l'espérance, de la foi. Et alors la troisième, c'est charité, mais c'est caritas. En fait, sa définition du XVIIIe siècle, c'est l'amour. Si tu as ces trois notions, tu vas te lever. C'est les vertus théologales, mais c'est ultra important de comprendre que sans espoir, tu te lèves pas. Ok, tu m'as laissé muette. Et la volonté? La volonté, elle va passer par l'espoir. D'accord. Par l'espérance. Et c'est d'ailleurs, c'est la fameuse. Je reviendrai sur les couleurs, mais t'inquiète pas. Je suis pas inquiète. Je sais que de toute façon, on va partir et que régulièrement, on va revenir, Tiffen. C'est surtout la jarre de Pandore, où Pandore, elle ouvre la fameuse jarre, etc. Il y a tous les mots qui se répandent sur Terre. On va pas rentrer dans l'histoire plus que ça, mais qu'est-ce qui reste à l'intérieur? Qu'est-ce qui fait que l'humain vit encore? Qu'est-ce qui fait qu'il a encore en vie? Ok, il y a la chimie, ok, mais c'est l'espérance. Et c'est ça qui fait que tu te lèves le matin. Oui, c'est l'énergie. Et l'espérance, on le confond souvent avec le why. Mais je vais pas parler de ça aujourd'hui. Mais en tout cas. Ou avec l'envie ou les rêves aussi. Souvent, on dit qu'il faut avoir un rêve ou... Alors, des objectifs, je dirais pas ça, mais en tout cas, une pulsion de vouloir créer ou obtenir quelque chose. Ouais. Donc, si on revient, donc je voulais parler surtout du mental. Si on revenait sur la couleur. Non, mais ce que je veux, c'est que vraiment, aujourd'hui, c'est qu'on capte que l'interprétation de la couleur va venir, ok, de la fréquence de la couleur, mais aussi de ce qui entoure cette fréquence. Et du coup, comment nous, on la capte et qu'est-ce qu'on en fait? Et comment tu gères, justement, la formation de cette couleur? Puisque du coup, là, tu nous parles, en fait, de son aspect culturel, le groupe. Mais par exemple, face au noir, on peut avoir différentes réactions. Alors, on peut prendre une autre couleur, hein, si tu veux. Non, parce que tu me parlais du deuil, de cette couleur qui peut être associée au deuil en Occident, mais elle peut être très bien associée à autre chose dans une autre partie du globe. Cette couleur, qui correspond finalement à quelque chose d'un point de vue culturel, comment, en fait, d'un point de vue
individuelle, on peut l'apercevoir différemment. Par exemple, le noir, au-delà du deuil, ça peut être aussi classé premium, VIP, hyper haut de gamme. Bon, c'était il y a quelques temps, notamment en Occident. Si on voulait insuffler quelque chose d'un peu de luxe, on allait partir sur du noir. Donc, est-ce que on peut partir un petit peu Oui, bien sûr. Merci de m'amener là-dessus. C'est très intéressant parce que les couleurs donc émettent une fréquence, mais elles reçoivent aussi une fréquence. Et donc du coup, si toi tu t'habilles en noir, tu vas recevoir un certain type d'énergie. Et si tu t'habilles en blanc, tu recevras pas la même fréquence sur l'habit. Donc c'est pour ça que on sait que le noir absorbe beaucoup, alors que le blanc va avoir, j'ai pas envie de rentrer dans quelque chose de plus technique, mais dans sa fonction, on va le dire comme ça, va avoir plus quelque chose de répulsif. Et pourquoi on parle du rouge? Parce que le rouge, dans son information, ça amène le chaud. Et je veux faire le lien là entre la couleur et l'émotion, comme tu me l'as demandé tout à l'heure. Vous avez certainement vu, on a scanné les corps. J'ai dit on parce que j'ai pu y participer à une partie, donc c'est pas les images que j'ai vues, mais j'ai déjà vu ça et c'est vraiment impactant. Donc on scanne le corps de la personne et on lui demande de ressentir une émotion, de colère, de peu importe, de peur, de joie. Et on voit les zones qui sont activées en rouge dans le corps, c'est-à-dire les zones qui chauffent, donc les zones qui sont informées par l'émotion. Et elles sont représentées par quoi? Par la couleur. Donc en fait, notre corps a une information par exemple de peur. Dans l'émotion de peur, on sait que le corps va devenir de plus en plus chaud. Et comme il est chaud, on voit sur le scan que ça amène la couleur rouge. Donc c'est simplement que l'information de l'organe qui va chauffer ou dans le corps la zone qui chauffe amène au rouge. Donc en fait, la fréquence informationnelle du corps amène au rouge. Et donc du coup, comme dans notre corps, on sait que ce qui est rouge devient chaud, on l'a en nous. Du coup, quand on voit du rouge, on l'associe à ça. Donc on associe le rouge au chaud, à la passion d'une manière assez innée. Et après, effectivement, il y a l'information du corps, l'information de l'égrégore et l'information de la couleur. Et du coup, c'est comment on travaille avec ces trois informations qui vont être en nous. Et effectivement, ça se capte aussi par l'épiderme. Tous nos sens captent. Rentre en jeu. Exactement, puisque c'est de l'information. Mais c'est super intéressant, en fait, quand tu dis que ça passe par ces trois acteurs, en fait, en quelque sorte. Du coup, la couleur est une perception à chaque fois. Ce rouge, ok, il peut être associé à la passion, il peut être aussi associé à l'amour, au feu, à la colère, mais également à l'interdit. Exact. Très souvent, le rouge va venir nous alerter sur attention, on va pas plus loin. Ou tout simplement créer une réaction. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin sur le rouge? Bien sûr, tu veux qu'on aille sur le rouge. Ouais, j'aimerais bien qu'on aille sur le rouge. En fait, les couleurs sont duelles, comme nous. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que tout comme dans l'humain, il y a de la joie, tout comme dans l'humain, il y a de la peur. Tout comme dans l'humain, il y a, pareil, de l'amour, il peut y avoir de la haine. Mais dans la couleur, c'est la même chose. Elle est aussi duelle. Tout à l'heure, on parlait du noir, etc. Et ben, en fait, toutes les couleurs sont duelles parce qu'elles permettent aussi à l'humain de vivre l'expérience. En fait, quoi qu'il se passe autour de nous, ça nous permet de vivre des expériences. Si on voit du rouge, eh ben, ça nous permet à notre cerveau de nous dire, OK, quelle expérience je suis en train de vivre au travers de ce rouge? Est-ce que je veux vivre une expérience d'interdit? Et c'est OK. Ou est-ce que je veux vivre une expérience d'amour? Et c'est OK aussi. En fait, il n'y a jamais de mauvaise expérience. Il y a toujours ce qu'on appelle un apprentissage. Mais au travers de cet apprentissage, c'est pas l'apprentissage en lui-même, c'est qui je deviens. Et dans ton quotidien, c'est qui je suis en train de devenir. C'est toujours ça le sujet. Donc la couleur, elle est aussi duelle, comme l'être humain est duel. Et on a besoin de cette dualité pour se confronter, pour avancer. Tu as besoin de connaître le mauvais pour connaître le bon. Du coup, que ce soit le rouge ou une autre couleur, c'est nous, à l'intérieur de nous, qui allons créer une perception qui va être soit agréable, soit désagréable, si je te suis. Exactement. Parce que le rouge, il peut être associé à l'interdit au fond de moi, ou tout simplement à la passion, à quelque chose de bouillonnant d'expérience. Mais bien sûr, mais ça. tu veux parler, par exemple, on va parler d'interdit, tu vas parler d'amour, mais des gens qui perçoivent l'amour comme une mauvaise chose. Et il y a des gens qui perçoivent l'interdit comme une bonne chose. Tiens, je suis dans l'interdit, il y a une excitation, il y a quelque chose, tu vois, c'est aussi une énergie pour aller vers, tu vois, pour aller de l'avant. Donc, moi, je pars toujours du principe, j'essaie toujours d'aller chercher, pas l'unité, mais l'harmonie un petit peu dans tout ça.
C'est-à-dire que s'il y a un interdit, est-ce que à l'intérieur de moi je le fais ou est-ce que je le fais pas, tu vois? C'est toujours c'est la volonté de faire et de pas faire. C'est ultra important. Tiens, je donne un exemple qui va parler. Abraham avec Sarah, ils peuvent pas avoir d'enfant. Donc ils mettent en doute la parole de Dieu et du coup, Dieu fait en sorte que Sarah ait un enfant, etc., qui s'appelle Isaac. Puis à un moment, Isaac il devient suffisamment adulte et on lui dit, Dieu dit à Abraham, dit bon, maintenant que tu sais que j'existe, tu vas sacrifier ton enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son enfant, il va l'amener sur l'autel, etc. Bon, je fais pas toute l'histoire. Et puis il arrive, il prend son couteau, il va pour ouvrir Isaac. Et puis Dieu le retient une première fois. Il dit, mais attends, tu m'as demandé de le tuer, donc si tu me fais une expérience pour voir si j'ai le courage, il tente une deuxième fois et Dieu retient une deuxième fois sa main. Ne retenez pas Dieu, Abraham, Isaac. Ce qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est qu'il y a une volonté de faire et une volonté de ne pas faire. Donc dans votre quotidien, si vous voyez un panneau d'interdit, c'est-à-dire le rouge, ou si vous voyez l'amour, il y a une volonté de faire et une volonté de pas faire, c'est-à-dire votre libre arbitre. Au travers de la couleur, là c'est une question que je vous pose et sur laquelle vous pouvez travailler, c'est quoi le libre arbitre qui se dégage quand je vois certaines couleurs et qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait. Et ce que je fais va me faire devenir. En fait, c'est qui je deviens qui est important. C'est toujours ça, tu as des enfants qui crient à côté de toi, ça c'est l'exercice. Qui tu deviens, c'est patient. Tu seras jugé sur qui tu deviens dans ton quotidien. Donc, au travers de la couleur, les émotions que tu ressens, les émotions t'amènent à un acte. Et du coup, c'est quoi l'acte que tu veux faire? Alors, du coup, je vais rebondir Vas-y. sur ça parce que tu parlais de l'éducation des enfants. Et très souvent, on associe ce rouge à l'interdit, c'est-à-dire on va pas au-delà, c'est la règle, et le vert à quelque chose qui est autorisé, quelque chose qui est considéré comme irréprochable. Ça veut dire quelque chose qui est un comportement qui est attendu. Très souvent, l'enfant va évoluer entre ces deux couleurs. Le vert, ça veut dire que tu as un bon comportement, tu es à l'intérieur des règles, et le rouge, tu es à l'extérieur des règles, c'est un comportement que l'on trouve désagréable, ou en tout cas qu'on ne réclame pas, et on te redemande de venir dans le vert. L'enfant va souvent évoluer à travers le vert et le rouge. C'est d'une certaine façon un conditionnement. Bien sûr. Parce que petit, on a ça. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est pas le sujet. Mais c'est-à-dire qu'on va évoluer dans notre Occident sur ces couleurs-là. Vert, c'est OK. Rouge, c'est pas OK. Et on va être dans cette dualité du vert et du rouge à un tel point qu'aujourd'hui, il serait presque intéressant, plutôt que de corriger et de mettre du rouge partout, de corriger en vert ou même d'écrire en vert pour impulser une certaine bienveillance et une certaine volonté de développement en enfant, parce qu'il va être dans une couleur où il va être apaisé, où le vert c'est OK. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, c'est ultra intéressant, surtout qu'en plus à l'école on est noté sur ce qu'on rate et pas sur ce qu'on fait de bien. La plupart du temps, oui. Mais c'est en fait la couleur, elle est en lien avec la nature et notamment les saisons. Et regarde la nature comme elle est. En fait, c'est ça qui est ultra intéressant et qui est fascinant. Là, on est dans le printemps. T'as même l'être humain, tu vois, on se dit, on va pouvoir enfin sortir de chez nous. Oui, sortir de notre hibernation, de notre coquille, s'expanser. Exactement. Et ça, tout le monde le sait. Et d'ailleurs, regarde les animaux, c'est une période de reproduction. Mais nous aussi, on a ça en nous, en fait. Même si on n'est plus des animaux, parce qu'on a sorti notre animalité, parce qu'on a pris conscience de nous et conscience de Dieu, donc quelque part, on a sorti cette animalité de nous, mais on est encore des animaux sociaux. Et c'est au travers de la nature qu'on est au travers des cycles, on vit au travers des cycles de la Lune, on vit au travers des cycles du Soleil, on vit au travers des cycles de la nature. Et ça, on a tendance à l'oublier parce que on vit avec de la lumière artificielle. Avant, on se couchait, le soleil se couchait, on allait se coucher. On dormait sous d'autres cycles, on mangeait sous d'autres cycles. Et aujourd'hui, la nature, avec ses codes, parce qu'on a compris les codes de la nature, on a compris un code de couleur. Et donc le vert, effectivement, vient dans cette renaissance. Exactement, tu vois. En plus, ça te donne le geste d'ouverture. Exactement. Il nous voit pas, mais dis-le, toi, je suis en mode expansion. En mode expansion, ouverture. Et après, il y a cette zone de plateau qui est l'été, d'accord? Et c'est intéressant parce que cette zone plateau, elle est quelque part un peu l'accomplissement. Et après, il y a une préparation. Il y a toujours une préparation, la partie de l'automne, tu vois. La préparation à enlever nos croyances limitantes, à se préparer à ce nettoyage. Donc, on va nettoyer. Et puis, cet hiver, on va être dans une introspection, dans un travail sur soi. Et puis, hop, on repart. Et en fait,
Aujourd'hui, on s'est coupé de ces saisons, comme ont pu les être les anciens, les agriculteurs, tous ces cycles, tous ces gens-là, qui vivaient avec ces cycles. Ils savaient planter au niveau des cycles des lunes, ils savaient planter au niveau des cycles solaires, ils savaient planter à tous ces sujets-là. Et c'est aujourd'hui sortir des couleurs de la nature, c'est contre-intuitif. Et c'est très difficile pour l'humain que l'on est. C'est pour ça qu'on a gardé le vert sur ça, et le feu, c'est du rouge. Donc, pour ça, on sait que ça sanctionne. Tu vas pas mettre la main dans le feu. Et c'est intéressant de voir que le modèle éducationnel, il est comme ça. Je sais plus si ça répond à la question du coup. Ça répond à la question. Ouais, non, c'est super. On est parti super loin. En fait, ça me permet aussi d'aller sur ce côté un peu cycle. Tu disais qu'on s'était un petit peu éloigné, mais j'ai le sentiment quand même qu'il y a une réémergence. On a quand même envie de se reconnecter à qui nous sommes vraiment, avec nos cycles, avec la lune, avec l'énergie du soleil, l'énergie de la Terre, sans rentrer trop loin dans le sujet. Et je pense que peu à peu, on comprend qu'on n'est pas que des cerveaux sur pattes, quoi. On est un tout avec des fluides, des énergies qui circulent. Et tu le disais si bien, c'est que nous sommes des animaux, entre guillemets, sociaux. Nous sommes des mammifères. Nous sommes des mammifères, il faut l'accepter. C'est comme ça. On s'est sociabilisé, on a évolué, on a cette pensée. On étudie, on observe, on analyse. C'est OK, mais on reste quand même des animaux et des mammifères. Et ça, c'est important de le savoir. Et justement, on en parlait l'épisode précédent avec Élodie Gobin qui m'a interpellée et du coup, elle m'a laissé muette aussi. C'est de se dire, elle me dit, mais pourquoi on voit en couleur, Anouk? Et quand tu te poses la question, tu te dis, oui, finalement, nous, on voit en couleur. C'est pas tous les animaux, finalement, qui voient en couleur avec cette polychromie. Et c'est super intéressant de se reposer la question, de se dire, pourquoi on nous a dotés de cette vision-là? Tu veux que j'y réponde? Ouais. C'est une sacrée question. Mais c'est encore une fois pour comprendre la dualité. C'est-à-dire que on a perdu l'animalité. Pourquoi? Pour épouser le contexte. Et comme on épouse le contexte, on a besoin d'avoir des informations différentes. Et c'est ultra intéressant de comprendre que l'humain n'est pas que ses sens. Aujourd'hui, on pense qu'on n'est que nos sens, sauf qu'on est plus que ça. On est nos ressentis, on est une énergie, on est plein de choses. Et si on reste juste dans le cadre des sens, on se rend compte on voit pas le Wi-Fi, par exemple. Pourtant, il est là. On n'entend pas les infrasons, tout ça, et pourtant ils sont là. Donc, ça veut dire qu'il nous reste qu'une chose. Et c'est pour ça que je parlais d'espérance et de foi. C'est-à-dire que je veux pas parler de croyance parce que la croyance, elle est pas suffisante. C'est la foi. C'est-à-dire que la foi qui est dans l'invisible et c'est la foi qu'il y a dans l'humain. Comment il a été construit, il est parfait. Et si on a plus de polychromie que certains animaux, c'est qu'on en a l'utilité pour comprendre quelque chose par rapport à ce qu'on doit faire aujourd'hui. Et en vrai, la chose dont on ne parle pas et qu'on ne parle quasiment plus, ça revient un peu dans la société, c'est le souffle. Tu vas me dire, attends, c'est quoi le lien entre le souffle et la couleur, Tiffen? Oui, je t'attends. Parce qu'en fait, tu vas te rendre compte que quand tu travailles ton souffle, tu vas fermer les yeux. Mais qu'est-ce que tu vois à l'intérieur de toi? C'est quoi les couleurs qui sont représentées? C'est plus des couleurs que tu vois à l'extérieur de toi, c'est des couleurs que tu vois à l'intérieur de toi. C'est pour ça qu'il faut repasser par ce souffle. Le souffle va oxygéner tous les organes, va oxygéner toute ta tête, tous ces sujets de neurosciences. Et comme tu es en train d'oxygéner tout ça, tu permets à la volonté de passer. Et c'est elle qui va augmenter le champ des couleurs. C'est pour ça que je revenais sur Botticelli tout à l'heure en amont. Et que qu'est-ce que j'ai vu dans ma tête? J'ai vu ce que lui, il avait vu dans sa tête. Et c'est-à-dire son énergie de volonté. Et c'est pour ça qu'on a toute cette polychromie à l'intérieur de nous pour pouvoir ressentir l'énergie de l'âme de l'autre. Je sais pas si j'ai été clair dans ce que j'ai dit. Super. Franchement, c'est bon. Moi, je trouve ça super intéressant. Du coup, tu refais le lien sur Botticelli, un peu comme une parenthèse pour conclure ce passage-là. Tiffen, on a parlé un peu de l'impact de la couleur d'un point de vue émotionnel. On a parlé de la couleur de son héritage aussi culturel. Moi, j'aimerais t'amener maintenant sur un autre volet, si tu es prêt. Ouais, je suis prêt. Sur la partie plutôt marketing, neuromarketing de la couleur, parce qu'on n'en a pas encore parlé, et je pense que ça mérite de se poser un petit peu. C'est que la couleur, maintenant qu'on sait qu'elle est dans un contexte, maintenant qu'on sait qu'elle influe, elle a un impact sur nous, forcément, ça peut amener à une action, une réaction, voire même une surréaction. Et j'aimerais qu'on parle de ça, c'est comment la couleur peut entraîner justement une décision
ou une action de notre part. Bien sûr. Et comment elle est utilisée et mise à profit dans certains contextes. On est d'accord. Du coup, c'est quoi le message que tu veux faire passer? Moi, le premier travail que je préconise en neuromarketing, c'est même pas de se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de vendre? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est qui j'ai envie d'être. C'est la fameuse question, c'est si tu veux 200 000 $, ben, c'est pas ce que tu dois faire, c'est qui tu dois être. Sinon, on serait tous millionnaires. On suivrait les méthodes, point par point, et on serait millionnaire. Être millionnaire, c'est un état d'esprit. Et donc, du coup, dans l'état d'esprit, dans la vibration que tu as, c'est quoi le message que tu as envie de faire passer? On voit peut-être par exemple, Coca-Cola, Pepsi, ok, le rouge, le bleu, ils ont des messages, chacun a un message à faire passer. Donc, je les cite eux, mais on peut voir d'autres marques, Starbucks, etc., Nike, tout, enfin, je prends des grands américains. Oui, connu. Voilà, pour qu'on ait de suite l'image, mais parce qu'ils veulent faire passer un message. Et au travers du message qu'ils veulent faire passer, Starbucks, on va dire le vert, ok, soi-disant le lien avec la nature, machin, on voit un petit peu comment ils ont fait. La structure de leur café, c'est du bois. Donc on nous amène un peu comme si on allait dans une forêt, tu vois. Hop, tu rentres dans ce magasin avec des odeurs de café, des odeurs de matin. Tu vois, la matinée, c'est là-dedans qu'ils sont en train de t'amener. Et du coup, le message qu'ils veulent passer, ils le lient avec leur couleur. Si Starbucks était rouge, par exemple, t'imagines, tu te vois rentrer le matin, prendre un café alors que c'est rouge, tu vois, le cerveau, On aurait plein de signaux. il va se dire, mais attends, ça fonctionne pas, tu vois, c'est contre-intuitif. Et ce qui est génial là-dedans, c'est avant le résultat, c'est-à-dire ce que j'ai, avant ce que je fais, c'est-à-dire le message, c'est qui je suis, c'est l'intention que je veux transmettre. Et dans le neuromarketing, on peut utiliser tous les systèmes. On va mettre des capteurs sur les cerveaux, des Ice Tracker, tout ça, pour voir comment ça fonctionne. On va calculer les rythmes cardiaques. Est-ce que ça sue? Est-ce que la personne sue? Tout ça. Ok, tout ça, c'est cool. Mais ce n'est que le résultat de l'intention du départ. Dans le message que toi, tu veux faire passer, c'est quoi ton intention? Et du coup, l'intention, c'est quoi? C'est le support de ta volonté. Donc, dans le neuromarketing, quoi qu'il se passe, et c'est là où je prends un petit peu à contre-pied les gens qui viennent avec moi, qui disent oui, tu vas nous expliquer au travers d'une expérience. On va tout savoir sur le cerveau pour mieux vendre, c'est un peu ça que les gens attendent. Ouais, mais en fait, ok, mais ton cerveau est le transmetteur de qui tu es. Et si tu n'as pas travaillé sur qui tu es, ça marchera pas. Pourquoi quelqu'un comme Elon Musk, ça fonctionne autant? C'est parce que ce gars-là, il met une intention. Pourquoi le gars de Dyson, celui qui a inventé les télécommandes, qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé chez sa grand-mère, il a vu qu'elle était handicapée, qu'elle n'arrivait pas à se lever pour changer de chaîne. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, attends, je dois bien créer quelque chose qui doit pouvoir envoyer un lien là-dessus et changer les chaînes. C'est qu'il a voulu apporter quelque chose de plus, donc il a mis une intention, et aujourd'hui, tout le monde a une télécommande. Steve Jobs, il est porté par une intention. Tous les gens qui sont portés par cette intention, c'est le premier travail. Le neuromarketing ne sera qu'un support. Ça répond à ta question? Pas tout à fait, mais du coup, je vais t'aider. Vas-y, repose-moi là. Parce que tu as dû voir ma tête c'est pour ça que qui penche un peu sur le côté. Alors, je suis OK. Quand tu dis qui tu es, déjà, on va peut-être globaliser. C'est pas forcément une personne, mais ça peut être aussi une entreprise ou un groupe quand on va sur le neuromarketing. Neuromarketing, est-ce qu'on peut resituer? Parce qu'on entend tout et son contraire là-dessus. On est d'accord, c'est utiliser la neuroscience pour vendre mieux. Exactement. OK. Aujourd'hui, comment la couleur s'intègre dans le process de vente? Là, je vais t'aider. OK, je mets une intention, je mets une volonté dans la couleur. Est-ce suffisant? Si par exemple, je dis n'importe quoi, on va prendre un espace de congrès ou un espace événementiel automobile. Ça te va? Ouais. Et je pars, prends des notes. parce que du coup, je pars dans mon délire de l'automobile, mais il faut aussi que ça te convienne. Non, c'est OK. Qu'est-ce qui va nous aider à créer tel ou tel espace pour mieux vendre? Est-ce que, par exemple, pour l'espace contrat, signature des contrats, où on va mettre des tables, des sofas, ou même quelque chose d'un peu détente, je vais aller vers quelle couleur? Est-ce que je vais aller plutôt vers du bleu, plutôt vers du jaune? Au-delà de la charte graphique, au-delà de la communication de la marque, c'est quelle couleur dans cet espace d'accueil je vais pouvoir utiliser. Même si je mets une intention, une volonté en disant, voilà, ce bleu, pour moi, il reflète ça pour la marque, est-ce suffisant? Tu vois ce que je veux dire? C'est comment je vais envoyer des stimuli au cerveau à travers cette couleur pour générer une action. Alors, je sais que le bleu est plutôt lié à la confiance, à un cadre plutôt serein, que le rouge qui va peut-être être un peu agressif si je vais dans un bureau pour finaliser un contrat, tu vois.
Je voudrais t'emmener un peu sur ce sujet. J'entends. Alors déjà dans le neuromarketing, donc il y a effectivement la partie couleur, mais la partie couleur ne peut pas se dissocier de la partie émotionnelle. C'est un système. C'est pas simplement se dire tiens je mets du bleu, ça fonctionne. Ok, si tu mets du bleu dans des formes carrées, ce sera compliqué. Est-ce qu'il vaut mieux pas du bleu dans des formes arrondies, tu vois? Et comment, au travers d'une émotion, si on reste dans l'automobile, donc on est dans une énergie assez yang, tu vois, dans une énergie assez masculine, eh ben qu'est-ce qu'on fait? Comment on attire un homme? C'est primaire, c'est primate. Pourquoi il y a des jolies filles qui sont devant une voiture? Parce que dans l'inconscient collectif, on va croire que parce que j'ai cette voiture, je peux aussi avoir la fille. C'est clairement une vision de l'ego limité, mais ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Alors attention, c'est en train de changer depuis 5 ans. C'est qu'avant, l'énergie masculine était une énergie de conquérant, d'accord? Donc l'énergie de conquérant, c'est Bernard Tapie. Tu vois, c'est des mecs comme ça qui sont là, ok, on y va, allez mon petit bonhomme, machin, tu vois, faut être fort, pleure pas, tout ça. Aujourd'hui, on se rend compte que cette énergie-là, elle fonctionne beaucoup moins. Donc il faut être dans une énergie de bâtisseur. Le masculin doit être dans une énergie de bâtisseur. Donc pour bâtir, eh ben effectivement, il faut savoir écouter. Et pour savoir écouter, tu vois, si je reviens sur le congrès automobile, c'est quoi les couleurs d'écoute? Qui tu veux écouter? Et en fait, on n'est plus dans un marketing de je vais créer du FOMO, je vais te dire bah mon offre elle va s'arrêter là, dans 2 jours t'as plus l'offre avec un compteur, machin, etc. Les gens ils en ont marre. Clairement, ça a fonctionné, c'est du marketing des années 2000, c'est ok, tu vois, ou des années 2010, c'est ok. Mais aujourd'hui, faire ça fonctionne plus. C'est pour ça que je te parle de tout un égrégore, c'est que la couleur sera le support aussi ou l'intervenant. Donc, ça va dépendre, encore une fois, de l'intention de départ. C'est qu'est-ce que je veux faire au travers de ce salon automobile? C'est quoi l'expérience que je veux faire vivre à la personne? Et donc, du coup, un masculin, faut savoir que le masculin est jugé sur sa capacité et le féminin est jugé sur sa beauté. C'est sociétal. Une femme qui va devenir chef d'entreprise, on va lui dire ah ouais mais parce qu'elle a des contrats, parce qu'elle est jolie, tu vois. C'est complètement, je vais employer un mot, complètement con. Et un garçon, un homme va être jugé sur quoi? Sur son chiffre d'affaires. Dire ah t'as fait combien de chiffre d'affaires? Ouais, c'est en train de changer quand même un petit peu. C'est en train de changer. Les mentalités changent là-dessus. Mais il y a des choses qui sont encore bien ancrées, oui. Et la problématique de ça, c'est que c'est ancré, tu vois. Donc comment toi la couleur intervient là-dedans pour vendre? C'est ça que tu me demandes. Oui, mais je pense que tu as répondu grandement puisque tu me dis qu'elle ne peut pas être dissociée et tu as raison. Puisque de toute façon, la couleur est liée au ressenti, à la perception et du coup va déclencher une émotion. Et cette émotion, elle sera différente selon déjà la personne qui va visiter le stand et si c'est quel genre, si c'est le féminin ou le masculin, etc., etc. Et ça fait partie d'un tout. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que la couleur, elle peut être efficace seule? On va l'étudier. On va l'analyser, mais on va peut-être aussi l'associer à de la musique, l'associer à du parfum, des odeurs, à des formes, comme tu disais, courbes, des contre-courbes, des formes plus anguleuses. Et c'est OK. Mais sans la couleur, aujourd'hui, c'est pas sans la couleur, on peut pas créer des contextes achromatiques, mais c'est de se dire comment je peux utiliser tel ou tel champ chromatique pour susciter quelque chose. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Moi, bien sûr. Moi, ce que je préconise, c'est d'utiliser, ça a été cartographié, les chakras. Les chakras, ils ont chacun une couleur par rapport à l'énergie qu'on a dans notre corps. Le chakra, donc alors on pense que c'est un disque, mais c'est pas un disque, c'est une sphère. Chaque sphère, en fait, de l'être humain va vibrer. Donc, ce qui est intéressant, c'est quelle expérience tu veux faire vivre à la personne. Du coup, tu veux la faire monter dans l'analytique pour que l'analytique, tu le frustres. Et du coup, ils disent, OK, je veux ce produit. Et après, tu le fais descendre dans l'émotionnel. Et à ce moment-là, il achète. Ou est-ce que tu veux le faire d'abord passer par l'émotionnel, puis l'analytique, puis le faire redescendre? Et en fait, c'est tout un jeu qui s'installe. C'est tout un parcours. Mais pour moi, le neuromarketing, il est OK, mieux connaître la personne pour mieux vendre un produit. La problématique, c'est que le neuromarketing, aujourd'hui, il y en a qui s'en servent pour manipuler. Alors que c'est comme les algorithmes. Moi, je suis content, en fait, si je regarde une vidéo de chat et que j'ai plein de vidéos de chat, parce que tout d'un coup, je me dis, bah ouais, c'est cool, je me sens compris. Les algorithmes sont pas si mauvais que ça non plus. Mais là où je reviens, c'est que oui, la couleur, c'est important, mais c'est quoi le lien? Si tu veux vendre, peu importe le neuromarketing, peu importe le marketing, peu importe quoi que ce soit, c'est quoi le lien que tu as envie de créer avec la personne? Si tu crées pas de lien, ça ne fonctionne pas. Et le lien, il peut être physique, mais il peut être dans l'intention et par le cœur. C'est quoi le lien que tu veux émettre avec les gens? C'est pour ça que oui, la couleur, c'est important, mais c'est quoi le lien? Vraiment, je me répète dessus.
moi je vois LinkedIn, je propose des coups de téléphone à tout le monde. Je leur dis, ah ben tiens, viens, on fait un petit call. 5, 10, 15 minutes que je capte. Le nombre de personnes qui me disent, j'ai pas le temps. Et je me dis, ok, cette personne-là, dans un an, sa boîte, elle n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lien. Il y a zéro lien. C'est pas en faisant un post avec une belle photo, avec une belle couleur qui attire, que tu vas créer quelque chose. Les gens, ils achètent le lien avec toi. Quand j'ai travaillé avec toi, c'est le lien que j'ai avec toi. C'est ça que j'ai aimé. Si tu me demandes, oui, Tiffen, qu'est-ce qu'on a travaillé? Il faudrait que je relise mes notes pour savoir exactement ce qu'on a travaillé. Mais moi, ce que j'ai vécu, c'est l'expérience de kiff, tu vois, de me dire, ah ouais, on a fait ça ensemble. Mais en fait, c'est juste le lien que j'ai entre toi et qu'il y a eu entre toi. L'expérience Exactement. qui est hyper importante. L'aventure. Ce qui est hyper important, et je tiens à le souligner, c'est l'utilisation des neurosciences à des fins de manipulation. Et ça, c'est important de mettre un gros warning là-dessus. Le neuromarketing n'est pas là pour manipuler, il est là pour persuader ou convaincre. Donc après, là, on rentre vraiment dans les outils de vente, donc c'est du commerce, Ouais, c'est ça. mais il n'est pas là pour manipuler. Et la différence entre manipulation et persuasion, elle peut être assez fine, mais elle est quand même importante à mettre en évidence. Alors, je vais te ramener tout doucement Bien sûr, vers la cool. sur la couleur. Ouais, ceux qui écoutent le podcast, Ah, ils vont être ravis. Je pense qu'on va pouvoir faire plusieurs épisodes. Tu vas revenir. avec plaisir. Moi, je kiffe ce format. C'est vrai que j'avais commencé à en faire et je suis pas allé au bout. Tu vois, comme quoi des fois. Ah, mais c'est bien de faire aussi les choses en fonction de son ressenti, comme tu le dis. Il faut savoir suivre, son ressenti et c'est super important. Des fois, c'est trop tôt. C'est pas le bon timing, comme on dit. Ah, écoute, Stéphane, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'héritage de la couleur pour nous? L'héritage de la couleur. Par exemple, tu parlais de Botticelli. On peut partir aussi de la Renaissance. Ok. Si tu le désires, à la Renaissance, c'était assez courant de voir du bleu sur les robes des princesses ou des duchesses. Et la royauté, ou en tout cas la principauté, en rose. Ouais. Tu vois? Donc du coup, c'est là que ça serait intéressant de se dire que finalement, on a tout un héritage, un patrimoine autour de la couleur, mais qui aujourd'hui impacte aussi nos décisions, nos réactions et nous influe sur nos choix d'achat. Par exemple, tu rentres dans un rayon pour jouer, pour les enfants. Alors, c'est terrible, ça dépend comment tu te places, mais c'est assez facile et assez distinctif. C'est hyper segmenté, on voit du bleu, je te dis pas pour qui c'est, ou du rose. Ouais, je vois très bien. Donc du coup, tu veux parler d'héritage de la couleur. Ok. Je te vois sourire, je t'écoute. Ouais, non, c'est intéressant parce qu'il y a effectivement la société elle est en train de muter. Elle est en train de muter sur certaines choses. On sent qu'il y a une pression de l'égrégore, etc. Notamment en France en ce moment, on sent que faut capter que l'énergie de la France, elle est anti-autorité. C'est-à-dire que l'autorité, on a coupé la tête au roi. Et quand t'es petit, on t'enseigne que du coup, on a libéré, on est devenu libre en coupant la tête du roi, donc en coupant la tête de l'autorité. Et aujourd'hui, on a cet héritage-là. On nous éduque dans cet héritage-là. Très pertinent, ouais. Donc du coup, aujourd'hui, regarde comment on réagit face à la politique. Regarde comment on réagit dès qu'il y a quelque chose. Alors moi, j'ai pas de télé, j'ai pas de choses comme ça, mais dès qu'il y a une autorité, on va aller à l'encontre. Et les entrepreneurs, et ça, je vous fais un message, TVA, URSSAF, impôts, dès qu'on a une réaction de colère face à ce genre de choses, donc on devient dans le rouge, c'est-à-dire qu'on crée de la colère, on crée une vibration de rouge face à l'autorité. Or, c'est la liberté justement de payer cette autorité. Si on ne paye pas l'autorité, ça veut dire qu'on ne paye pas une part de nous. Et comme on est éduqué comme ça, c'est difficile. Après, le bleu, le rose, on est dans des principes de cases, c'est-à-dire que c'est ultra intéressant de voir comment la société d'après-guerre nous a amené à justement travailler là-dessus, à se dire, ok, un garçon, il doit être fort, il doit être ci, il doit être machin. Une fille, elle doit être belle, elle doit attendre son prince charmant qui va la réveiller, et une fois qu'il l'a réveillée, elle va vivre une expérience extraordinaire, tu vois. Je vois parfaitement, mais la belle boire dormant, on va la tuer une bonne fois pour toutes, non? Mais ce qui est intéressant, c'est que, ok, ces contes-là, on a été éduqués avec ça aussi. Et c'est pour ça que aujourd'hui, ce qui est vendu, c'est simplement ce qu'il y a dans l'égrégore des gens. C'est ce qu'il y a dans l'égrégore de la société française.
C'est bien ancré, mais on va peu à peu, je pense, s'en défaire et évoluer. En tout cas, on sent quand même une évolution. Bien Mais il y a sûr, des choses qui sont fortement ancrées dans l'inconscient. bien On sûr. n'en a même pas conscience. Des fois même, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce geste d'achat sans forcément réfléchir, en disant ah bah tiens j'ai acheté un objet rose ou un t-shirt rose alors que c'est pour ma petite fille. Le conditionnement, il est important. On rentre 2 par 2 en cours. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on rentrait à l'usine en 2 par 2 pour pouvoir pointer, chacun de son côté. J'apprends. Il faut pas oublier que l'école, elle était là pour éduquer les gens pour rentrer à l'usine à un moment. Aujourd'hui, bah, tu prends un téléphone, un smartphone, tu prends une photo dans les années 50, tu prends une photo aujourd'hui, tu vois comment il a évolué. Tu prends une photo de l'école dans les années 50, tu prends une photo d'aujourd'hui, et tu te rends compte qu'il y en a un qui a évolué un peu plus vite que l'autre. Mais ce que je voulais dire, c'est que il y a un truc auquel il faut faire attention, c'est aller contre. C'est-à-dire que tu ne peux pas attaquer le patriarcat ou le matriarcat pour avancer. Parce qu'en fait, si tu vas contre quelque chose, c'est-à-dire que tu crées de la dualité, bien sûr que la dualité, elle permet d'évoluer, mais c'est pas parce que tu vas attaquer le patriarcat que tu feras avancer le matriarcat, on va dire comme ça. Je vais essayer de le dire comme ça. Mhm. Mais en fait, c'est pas en attaquant l'autre, parce que quand on attaque l'autre, quelque part, on attaque une part de soi, toujours. Et faut comprendre que ce n'est jamais l'autre le problème, c'est toujours une vision de l'autre que nous avons qui crée le problème. Et aujourd'hui, si tu ne souhaites pas rentrer dans cette société, c'est-à-dire acheter un jouet bleu ou un jouet rose, tu peux aussi sortir de ce cadre-là, en fait. Tout à fait. Après, je pense qu'aussi, c'est là où c'est pertinent, c'est que tu parles du conflit, de cet aspect un petit peu révolutionnaire, voire même disruptif, pour aller sur autre chose. L'idée, c'est pas d'être contre, c'est juste d'en avoir conscience. C'est ça. Et ça change tout. Exactement. Ça change tout. Mais c'est juste pour fixer le cadre que finalement, sans n'a pas à savoir, nous sommes hérités. Nous avons cet héritage colorimétrique qui fait partie de nous. Alors, je dis pas d'aller contre. Par contre, on peut tout à fait s'en extraire si on le désire. Mais par contre, comme tu le dis, il y a des codes. Et pour pouvoir vendre, aller contre certains codes, c'est aussi compliqué ou complexe. Ben oui. Puisque on ne peut pas, comme tu dis, aller en confrontation. Ou en tout cas, c'est important de se faire comprendre de son marché. C'est exactement ça. Aujourd'hui, je sais pas, tu vois, si je te mets un médicament, je sais pas si ça existe. Non, ça se trouve, je vais dire quelque chose, il y a quelqu'un qui va dire, ah bah si, ça existe. Tu vois, je sais pas, un Prends médicament. un autre exemple. Non, mais un médicament noir, j'en vois pas, tu vois. Quelqu'un qui va manger quelque chose de noir, tu vois, c'est le charbon, donc je sais pas si ça existe. Je sais pas non plus, mais peut-être que on va Peut-être nous qu'il y a des trouver exemples, parce qu'il y a quelqu'un tellement de qui va médicaments. écouter, qui va nous dire oui, si ça se trouve, ça existe. Par Mais il y a des contre, choses qui sont plus répugnantes que d'autres. je veux juste faire un point sur influence et manipulation. L'influence, c'est pour aider l'autre. La manipulation, c'est pour toi, en fait. La différence entre les deux, c'est que quand tu influences quelqu'un, c'est-à-dire que la personne, ça va lui être bénéfique, et pour toi et pour elle. Alors que si tu manipules, tu te fous complètement des bénéfices de l'autre personne, et c'est juste un bénéfice pour toi. Oui, c'est pour ton bien Exactement. propre, en fait. Donc c'est juste pour on est d'accord. Voilà. Et après, pour l'héritage, c'est ultra intéressant ce que tu dis. C'est vrai que Je sais qu'il y a beaucoup à dire, Tiffen, et que c'est un sacré sujet. Non, mais l'héritage des couleurs, en fait, il n'y a qu'à regarder les maisons. Va en Alsace, tu passes dans les anciens villages, et tu vois toutes ces maisons à colombage qui sont toutes de couleurs. Moi, ça m'avait choqué, ça. Elles ont des couleurs rouge, bleu, vert. Je fais, waouh. Aujourd'hui, tu vas dans les nouveaux villages, elles sont toutes des toits, on va dire, plats, maisons blanches avec des fenêtres noires, enfin grises. Et je me dis, cette maison-là, je l'ai vue à côté de Marseille, je l'ai vue à côté de Bordeaux, etc. Alors que la vraie maison alsacienne qui était comme ça, ou la maison basque, etc. Ils sont très reconnaissables, ouais. Eh ben, tu te rends compte que à vouloir aller toujours dans cette unité, à pas vouloir faire de traces, à pas vouloir faire, à un moment, à force de ça, on va créer quelque part une uniformisation, oui. Ouais, une perte d'identité quelque part. Mais elle va se retrouver. Complètement, qui a tendance à s'aseptiser noir et blanc sur le territoire. C'est pour ça que c'est important aussi de se recentrer et de garder un peu son côté identitaire. C'est ça. Je pense que c'est important par la couleur, mais par aussi autre chose. Quand on parle d'identité, c'est au sens large du terme. Alors moi, j'aimerais t'emmener tout doucement sur une partie qui s'appelle le checker. Le checker, c'est quoi? Je te pose des questions courtes avec des réponses assez courtes et c'est très fractionné. T'es partant? J'ai le choix.
Non. C'est une façon polie de te dire on y va. Non, mais je savais que j'avais pas le choix, mais j'aime bien poser cette question-là parce que du coup, la personne, elle se dit, ah mince, du coup. Non, mais bien sûr. Je me suis pas démontée, hein, t'as vu. Je joue le jeu, bien sûr. Vas-y, je t'écoute. Allez, c'est parti. Ton sirop préféré? Menthe. Ta couleur? Bleu. Un mentor? Un mentor. Ouah, j'en ai tué trop. Un mentor. T'as le droit d'en citer 3, si tu J'ai veux. le droit d'en citer 3. Ouais, si t'en as plusieurs. Lucien Belin, qui est un mentor que personne connaîtra, qui est l'ancien doyen de la fac de sport de Montpellier. Laurent Marchand, qui est un mentor en ce moment pour moi. Ok. Et David Lefrançois, qui m'a beaucoup aidé. Un projet qui te tient à cœur? Je suis en train de regarder pour créer une école. Je vais pas dire école parce que j'ai pas envie d'être en confrontation avec l'éducation, mais où on t'apprendra à respirer, on t'apprendra à manger. Et en fait, on t'apprendra les fondamentaux de la vie. On t'apprendra à prier, méditer et respirer. Donc, je suis en train de travailler sur un projet comme ça. Une marque inspirante ou une entreprise en tête? J'aime bien Steve Jobs quand même, sous sa personnalité. Quand même, hein. J'aime bien le petit quand même. Non, parce que en fait, ce qui me gêne, c'est que j'ai une dualité en moi, tu vois, quand je vois comment on fait les portables et qu'on va chercher de l'or, des trucs comme ça, tu vois, et qu'on détruise des nations entières. Ça me gêne. Mais ce qu'il a fait, c'est révolutionnaire. Un dernier mot ou pour conclure un mot? Une phrase, t'es formidable. Je t'embrasse. Merci infiniment, Tiffen, pour cet épisode de folie. Ça a envoyé du lourd quand même un certain nombre de fois. Je suis quand même restée muette et ça, il faut quand même le faire. Je te remercie infiniment. Merci à toi. Je t'en prie. Je te dis à bientôt. Yes. Ciao, ciao, bye bye. Bonne journée. J'ai adoré partager cet épisode avec toi. Pour soutenir C'est comme du sirop, fais du bruit sur tes réseaux sociaux et partage l'épisode. Je te donne rendez-vous les 2e et 4e vendredis du mois. En attendant, je vais me servir du bon sirop bien frais. À bientôt, bisous bisous.